45 minutes de présentation, des dizaines d'images, des données provenant de 8 observatoires différents, une conférence de presse attendue depuis des mois, et un seul mot n'a jamais été prononcé: taille. Pendant toute cette présentation officielle de la NASA sur 3i Atlas, le mot « taille » n'est apparu pas une seule fois, ni en passant, ni comme note de bas de page, ni même comme avertissement prudent. Et cette omission pourrait être la partie la plus révélatrice de tout l'événement. Lorsque vous analysez un objet interstellaire, la taille n'est pas un détail anodin. C'est la fondation sur laquelle reposent tous les autres calculs. Quelle quantité de matière est éjectée? À quelle vitesse le gaz s'écoule-t-il? Quelle est la densité du noyau? Quelle devrait être sa luminosité? Comment la lumière solaire l'affecte-t-il? À quelle vitesse tourne-t-il? Comment devrait-il accélérer? Combien de jets peut-il maintenir? Combien de temps survit-il à l'approche du Soleil? Toutes ces questions dépendent de manière critique de la taille de l'objet. Pourtant, la NASA a complètement évité le sujet. Ils ont montré des taches floues du SOHO, de faibles signatures du Lucy, un halo du MAVEN, la même image en forme de larme du Hubble que nous avons tous déjà étudié. 45 minutes de diapositives, de graphiques, de spectres, et pas un mot sur les dimensions. Car, sur la base des données disponibles, des contraintes infrarouges du Webb, du halo d'hydrogène du MAVEN, du profil de luminosité du HiRISE, de l'efficacité de diffusion, le 3i Atlas semble être énorme. Une estimation prudente place son diamètre à 5 km. Il pourrait être plus grand. Ce n'est pas un écart mineur, c'est une anomalie fondamentale et extraordinaire, et elle a été complètement ignorée lors d'un événement officiel qui aurait dû être son point central de discussion. Avant de plonger dans la mathématique de l'impossible et le silence institutionnel sur la plus grande anomalie statistique de l'astronomie moderne, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, commentez votre analyse, omission stratégique ou malaise scientifique véritable. Et si vous souhaitez soutenir les enquêtes qui posent les questions que les institutions officielles évitent, devenez membre de la chaîne. Pour apprécier à quel point cette omission est choquante, considérez l'échelle. Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté en 2017, mesurait environ 100 cm de long. Un terrain de football volant, petit mais mesurable. 2i Borisov, découvert en 2019, mesurait environ 1 km de diamètre. Plus grand qu'Oumuamua, mais toujours dans les paramètres cométaires connus. Il s'est comporté exactement comme un comète familier devrait. Riche en eau, libération gazeuse prévisible, queue pointant loin du Soleil. Mais le 3i Atlas semble avoir 5 km de diamètre. 5 km. Cela signifie que l'Atlas est 1000 fois plus massif que Borisov et 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua. 1 million de fois. Laissez ce chiffre s'ancrer un instant. Nous n'avons observé que 3 objets interstellaires dans toute l'histoire de l'astronomie. Il devrait y avoir une distribution naturelle. Une majorité de petits objets, quelques-uns de taille moyenne et extrêmement peu de géants. Cependant, le 3e objet que nous détectons est le plus grand par un facteur de 1 million. C'est statistiquement absurde. Cela défie l'attente selon laquelle nous devrions voir 1000 objets plus petits avant d'en voir un géant. Si vous lancez un dé, vous vous attendez à obtenir chaque chiffre plusieurs fois avant de voir 6000 fois de suite. Pourtant, c'est la situation avec Atlas. Et c'est pourquoi la taille n'est pas un détail. C'est l'énigme centrale. Nous pouvons encadrer cela de manière probabiliste. Si l'espace interstellaire est rempli de débris, de fragments de planètes, de comètes et d'astéroïdes provenant de systèmes stellaires lointains, alors les objets les plus courants devraient être les plus petits. Ils sont plus faciles à éjecter. Ils dérivent plus librement. Ils existent en bien plus grand nombre. Mais l'Atlas viole cette attente, non pas légèrement, mais violemment. Imaginez que les 2 premières gouttes de pluie qui tombent sur votre main sont minuscules, des gouttelettes douces, et puis la 3e est un iceberg entièrement formé. Appelleriez-vous cela un comportement climatique normal? Ou demanderiez-vous quel type de ciel pourrait produire une telle chose? C'est la question que la NASA n'a pas posée.
Un noyau de 5 km n'est pas quelque chose que l'on éjecte avec désinvolture d'un système planétaire. L'énergie gravitationnelle nécessaire pour lancer une telle masse dans l'espace interstellaire est énorme. La dispersion planétaire peut le faire, mais seulement dans des configurations extrêmement spécifiques. Un système stellaire binaire pourrait le faire, mais même ainsi, la distribution de masse doit être exactement juste. Une collision planétaire pourrait éjecter un tel fragment, mais la géométrie devrait être parfaite. Dans chaque scénario que nous considérons, la probabilité est faible, très faible. Ce qui signifie que l'Atlas est le résultat d'un environnement extraordinairement rare, d'un événement catastrophique extrême, ou qu'il est produit par un mécanisme que nous ne comprenons pas encore. Mais au lieu d'explorer ces possibilités, la NASA a choisi de ne pas aborder le sujet du tout. Ce que nous avons obtenu de l'événement de la NASA est une collection d'images. La plupart d'entre elles sont floues, la plupart sont incomplètes, la plupart sont sans contexte scientifique approprié. On nous a montré le cadre flou du SOHO, où la comète n'est qu'un pixel, une faible lueur de la caméra UV du MAVEN, un nuage taché du HiRISE, la queue latérale du Punch, un point thermique du Spitzer, quelques points dans un graphique spectroscopique du Webb, la traînée poussiéreuse du Hubble. Tout cela est intéressant, mais rien ne répond aux questions centrales. Rien n'explique comment un objet de cette taille s'est retrouvé dans notre système solaire. Rien ne parle de la rareté, rien ne contextualise les statistiques et rien ne mentionne la taille. Mais il y a d'autres anomalies qui ont été commodément évitées. Premièrement, la trajectoire. Le 3I Atlas est arrivé presque parfaitement aligné avec le plan des planètes. Seulement 4,89 d'inclinaison par rapport au plan écliptique. Cet alignement a permis à tant de vaisseaux spatiaux de l'observer. Hubble, SOHO, Stereo, Lucy, MRO, MAVEN, Punch, même des rovers sur Mars. Mais cet alignement est improbable. Seul un objet interstellaire sur 500 suivrait naturellement un chemin aussi pratique. La NASA l'a présenté comme de la chance, presque de manière festive. Mais scientifiquement, la bonne réponse est « Pourquoi est-ce si rare et pourquoi cela s'est-il produit maintenant ?» Cela n'a pas été abordé. Et encore une fois, ignorer l'anomalie ne la fait pas disparaître. Deuxièmement, la composition chimique. Nous avons détecté du nickel, presque pas de fer. C'est sans précédent. Le nickel et le fer sont produits ensemble dans les étoiles. Dans chaque comète, astéroïde ou météorite que nous avons étudié, le fer est plus abondant. Le seul endroit où l'on voit des matériaux à haute teneur en nickel avec très peu de fer est dans les alliages de nickel de qualité aérospatiale. Je n'affirme pas que l'Atlas est artificiel, mais je dis que la combinaison d'une taille énorme, d'une chimie inhabituelle, d'une trajectoire rare, de jets étroitement collimatés, d'une masse extraordinaire et d'une production élevée d'eau loin du Soleil exige que nous restions ouverts aux possibilités. La NASA n'a pas mentionné l'anomalie du nickel et ne l'a pas reliée à l'anomalie de la taille. Mais ces anomalies n'existent pas isolément. Elles brossent un tableau et il n'est pas simple. Troisièmement, les jets. Sur la base des observations, l'Atlas tourne environ toutes les 16 heures. Si cela est vrai, alors les jets devraient osciller ou former une spirale en raison de la rotation. Mais ils n'oscillent pas. Les jets restent droits, stables et étroitement collimatés, comme des faisceaux laser de gaz. Ce n'est pas un comportement typique d'une comète, combiné à la taille massive du noyau. Cela crée-t-il un paradoxe? Une grande comète, tournant lentement, devrait produire des jets larges et courbés, pas étroits et droits. Pourtant, l'Atlas les produit. C'est pourquoi j'ai listé la collimation des jets comme l'une des anomalies. La NASA ne l'a pas soulevée. Quatrièmement, la production d'eau. L'objet libère des quantités massives de vapeur d'eau à des distances où les comètes normales restent inertes. L'eau gèle à des températures beaucoup plus basses que d'autres substances volatiles, comme le monoxyde de carbone ou le méthane. Pour libérer autant d'eau si loin du Soleil, quelque chose doit chauffer l'objet en interne. Soit la structure interne est si poreuse
qu'elle stocke la chaleur de manière extraordinairement efficace, soit des processus que nous ne comprenons pas sont à l'œuvre. Chaque explication naturelle nécessite des circonstances extrêmement rares. Et lorsque vous empilez rareté sur rareté, la probabilité composée s'effondre. Cinquièmement, le motif de luminosité. L'objet présente une luminosité incohérente à différentes longueurs d'onde. Il semble parfois plus brillant dans l'infrarouge qu'il ne le devrait, d'autres fois dans le visible, comme si différentes parties se réchauffaient et se refroidissaient selon des cycles qui ne correspondent pas à une simple rotation sous la lumière du Soleil. 5 anomalies principales, chacune isolément serait fascinante, toutes ensemble dans le même objet. Cela dépasse la fascination, cela entre dans le territoire de l'impossibilité statistique et pendant 45 minutes de présentation officielle, aucune d'entre elles n'a été correctement contextualisée. Permettez-moi d'être clair. Je ne crois pas que la NASA cache intentionnellement des informations, mais la NASA est une bureaucratie, pas un institut philosophique. Les bureaucraties préfèrent les réponses sûres, évitent l'incertitude, évitent la spéculation, évitent les déclarations qui pourraient entraîner une confusion publique ou une controverse scientifique. Et la taille de l'Atlas conduit directement à ces résultats. Reconnaître la taille, c'est reconnaître que nos modèles pourraient être incomplets. Et reconnaître l'incomplétude des modèles, c'est admettre que nous ne comprenons pas complètement l'objet. C'est inconfortable, mais l'inconfort est un catalyseur du progrès. Le physicien Avi Loeb, qui dirige le projet Galileo à Harvard, n'a pas eu peur de poser les questions inconfortables. Dans un essai publié après l'événement de la NASA, il a énuméré 8 anomalies principales du 3I Atlas. La taille extraordinaire était en tête de liste. Un objet de cette taille, étant le 3e interstellaire détecté, défie toutes les distributions statistiques attendues, a écrit Loeb. Soit nous avons une chance extraordinaire, soit il y a quelque chose de fondamentalement faux dans nos modèles de formation et d'éjection des objets interstellaires. Il a ensuite suggéré plusieurs possibilités naturelles qui pourraient produire un objet de cette échelle. Une collision planétaire catastrophique, une lune riche en substances volatiles déchiquetée par une étoile de passage, un analogue à la ceinture de Kuiper beaucoup plus grand que la nôtre, un mini-Neptune perturbé, le manteau gelé d'un monde aquatique détruit, un événement de désalignement par effet de marée dans un système binaire. Toutes ces possibilités sont rares, mais la taille seule nous oblige à les considérer. D'autres scientifiques planétaires ont été plus prudents. Michael C. Peirce de l'ESO a suggéré que notre échantillon d'objets interstellaires est simplement trop petit pour tirer des conclusions statistiques robustes. 3 objets ne constituent pas une distribution, a-t-il observé. Peut-être que les objets volumineux sont plus courants que nous le pensions et que notre technologie de détection n'était tout simplement pas assez sensible auparavant. C'est un argument raisonnable, mais il n'explique pas pourquoi le 3e objet détecté est 1 million de fois plus massif que le premier. Et il y a des voies plus spéculatives, des scientifiques qui suggèrent que la taille, combinée à toutes les autres anomalies, mérite la prise en compte d'hypothèses non conventionnelles, pas nécessairement une origine artificielle, mais peut-être des processus physiques que nous n'avons pas encore catalogués, peut-être des états de la matière qui n'existent pas dans notre système solaire, peut-être des phénomènes qui nécessitent des conditions que nous n'avons jamais observées. La science progresse en confrontant les anomalies, pas en les archivant, et la plus grande anomalie d'Atlas est sa taille. L'ignorer, c'est ignorer la vérité centrale du mystère. Soyons mathématiquement précis sur l'improbabilité. Si la distribution des objets interstellaires suit une loi de puissance standard, similaire à celle des astéroïdes et des comètes dans notre propre système, alors pour chaque objet de 5 km, nous devrions observer environ 1000 objets de 1 km, et pour chaque objet de 1 km, nous devrions observer environ 1000 objets de 100 mm. Cela signifie qu'avant de détecter un objet de la taille d'Atlas, nous aurions dû détecter environ 1 million d'objets de la taille d'Oumuamua. 1 million. Nous avons détecté 3 objets interstellaires au total. L'écart n'est pas minime. Il est de 6 ordres de grandeur.
Il n'y a que 3 explications possibles à cet écart. Nous avons eu une chance extraordinaire. Nous avons gagné à la loterie cosmique d'une manière si improbable qu'elle défie la compréhension statistique. Notre technologie de détection a un biais massif en faveur des objets volumineux, et il y a des millions de petits objets que nous ne pouvons tout simplement pas voir. La distribution réelle des objets interstellaires ne suit pas la loi de puissance que nous supposons. Les objets volumineux sont beaucoup plus courants que ne le prévoient quelquefois les modèles. Chaque explication pose problème. La première est statistiquement équivalente à dire « c'était un miracle ». La science n'opère pas avec des miracles. La seconde est partiellement vraie. Mais les études de sensibilité de détection suggèrent que nous aurions dû voir au moins des dizaines d'objets intermédiaires. Nous n'en avons vu aucun. La troisième exige de revoir fondamentalement les modèles de formation planétaire et de dynamique d'éjection. C'est possible, mais cela nécessite des preuves extraordinaires. Et les preuves pointent toutes dans la même direction. L'Atlas est une aberration statistique d'une magnitude qui ne peut être facilement expliquée. Maintenant, ajoutez les autres anomalies. Une trajectoire alignée avec une probabilité de 1 sur 500. Une composition nickel-fer inversée que nous n'avons jamais vue. Des jets collimatés qui défitent la rotation. Une production d'eau à des distances impossibles. Une luminosité incohérente entre les longueurs d'onde. Lorsque vous multipliez des probabilités indépendantes, vous obtenez une probabilité composée. Et la probabilité composée que toutes ces anomalies se produisent simultanément dans un seul objet par pur hasard est astronomique au sens le plus littéral. Nous ne parlons pas de 1 sur 100, nous parlons de probabilité qui se rapproche de 0. Et lorsque la probabilité de coïncidence s'approche de 0, la science exige que nous envisagions des alternatives. Peut-être que l'Atlas n'est pas une coïncidence. Peut-être est-il le produit de processus que nos modèles actuels ne saisissent pas. Ou peut-être est-ce quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais tous ne partagent pas une interprétation alarmiste. Les astronomes conservateurs soutiennent que les anomalies statistiques se produisent, qu'avec un échantillon aussi petit, 3 objets ne suffisent pas pour établir des modèles fiables. Imaginez que vous n'observez que 3 voitures sur une autoroute, a déclaré un critique. Si par hasard, ce sont tous des camions, concluriez-vous que seuls les camions utilisent les routes ou reconnaîtriez-vous que votre échantillon est trop petit pour des conclusions? C'est une analogie juste, mais la différence est fondamentale. Les voitures et les camions existent sur les routes dans des proportions raisonnablement équilibrées. La probabilité de voir 3 camions d'affilée n'est pas si faible. Mais si les objets interstellaires suivent la distribution attendue, la probabilité que les 3 premiers détectés soient dans l'ordre petit, moyen, géant est infime. C'est comme observer 3 véhicules et que le 3e soit un avion cargo C-130 circulant sur la route. Non impossible, mais certainement assez étrange pour justifier une enquête. D'autres scientifiques suggèrent que notre compréhension de l'éjection interstellaire est simplement erronée, que des systèmes stellaires plus anciens, avec des géométries différentes, pourraient éjecter des objets volumineux plus facilement que nous ne le supposons. C'est possible, mais cela nécessiterait une révision des modèles de dynamique planétaire, qui ont bien fonctionné pendant des décennies. Les révisions sont possibles, mais elles doivent être motivées par des preuves, et non par le désir de maintenir un confort conceptuel, et la perspective la plus pragmatique. La NASA a évité la discussion sur la taille, non pas par conspiration, mais par prudence institutionnelle. Reconnaître qu'ils ne comprennent pas complètement l'objet serait honnête, mais cela ouvrirait également la porte à une spéculation effrénée, à des titres sensationnalistes, à des théories du complot. Ils ont donc choisi de ne présenter que des données d'observation sans contexte interprétatif. C'est une stratégie compréhensible, mais scientifiquement insatisfaisante. Car le rôle de la science n'est pas d'éviter la controverse, c'est de chercher la vérité, même quand elle est inconfortable. Et la vérité sur le 3i Atlas est qu'il ne correspond pas aux catégories que nous avons. Toute grande découverte dans l'histoire de la science a commencé par quelque chose qui ne correspondait pas. L'orbite de Mercure ne correspondait pas aux lois de Newton jusqu'à l'arrivée d'Einstein.
La catastrophe ultraviolette ne correspondait pas à la physique classique jusqu'à l'arrivée de Planck. L'effet photoélectrique ne correspondait pas aux équations de Maxwell jusqu'à l'arrivée de la mécanique quantique. La matière noire ne correspond pas aux rotations galactiques, et nous cherchons toujours des réponses. Lorsque la nature présente une anomalie, notre rôle en tant que scientifique n'est pas de l'archiver ou de la traiter comme un inconvénient. Notre rôle est de l'étudier. Et le 3I Atlas présente de multiples anomalies. Sa taille énorme, sa composition nickel sans fer, sa collimation étroite des jets malgré la rotation, son alignement avec le plan planétaire, sa libération gazeuse inattendue loin du Soleil, sa luminosité incohérente entre les longueurs d'onde. La taille seule défie notre compréhension de la formation des objets interstellaires. Combiné aux autres anomalies, le cas devient encore plus convaincant. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, qui transcende les statistiques et les anomalies. C'est une question sur la façon dont nous faisons de la science, sur la façon dont nous répondons à l'inconnu. Nous pouvons choisir le chemin du confort, présenter des données sans contexte, éviter les questions difficiles, maintenir des récits familiers, même lorsque les preuves les mettent sous tension. Ou nous pouvons choisir le chemin du courage, confronter directement les anomalies, admettre lorsque nous ne comprenons pas, rester ouverts aux possibilités qui défient les paradigmes établis. L'omission de la NASA concernant la taille de l'Atlas n'est pas seulement une décision technique, c'est un choix philosophique. Et ce choix révèle quelque chose sur l'état actuel de la science institutionnelle, qui est la tension entre la découverte et la diplomatie, entre la vérité et le confort public, entre la rigueur scientifique et la stabilité bureaucratique. Le 3I Atlas n'est pas une menace, ce n'est pas une crise, ce n'est pas un danger, c'est un cadeau, un messager d'un autre système stellaire, un indice sur la façon dont la matière se forme et évolue dans des environnements bien au-delà du nôtre. Mais pour que cet objet remplisse son objectif, nous devons poser les questions que la NASA a évitées. Parce que la taille n'est pas seulement un nombre, c'est l'indice qui peut réécrire notre compréhension de la géologie interstellaire, de la formation planétaire et de l'évolution cosmique. Et ignorer cet indice parce qu'il est inconfortable, ce n'est pas de la science, c'est de la dénégation. Nous sommes une espèce qui questionne, qui explore, qui cherche à comprendre les mystères de l'univers. Mais nous sommes aussi une espèce qui choisit parfois le confort plutôt que la vérité, la certitude plutôt que l'émerveillement, les récits familiers plutôt que les possibilités perturbantes. Le 3I Atlas nous met à l'épreuve. Il nous demande quel type d'espèce nous voulons être. Et notre réponse, plus que toute donnée scientifique, définira notre avenir en tant que civilisation cherchant la connaissance. Si vous suivez cette histoire d'anomalies ignorées et de questions non posées, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, commentez votre analyse. Prudence scientifique justifiable ou échec institutionnel à confronter l'inconnu. Et si vous voulez soutenir la science, qui n'a pas peur de poser des questions inconfortables, devenez membre, car le 19 décembre 2025, le 3I Atlas atteindra son approche la plus proche de la Terre, à 270 millions de kilomètres de distance. Et les meilleures observations sont encore à venir. Le Hubble sera pointé vers lui. Le James Webb utilisera toute sa sensibilité infrarouge. Les réseaux terrestres captureront des spectres à haute résolution. Les observatoires radio rechercheront des signatures thermiques. Les spectrographes identifieront des substances volatiles jamais détectées auparavant. Les astronomes amateurs du monde entier fourniront des données. Peut-être mesurerons-nous enfin le noyau directement. Peut-être verrons-nous les jets en haute résolution. Peut-être détecterons-nous une signature de rotation claire. Peut-être serons-nous témoins de la fragmentation. Ou peut-être l'objet restera-t-il intact, défiant une fois de plus les attentes. Mais quoi que nous voyions, l'anomalie de la taille sera toujours le mystère central. Ignorer la taille. Et nous risquons d'ignorer la vérité. En science, il est facile de croire que nous comprenons tout. Mais là où nous nous sentons certains, nous arrêtons d'apprendre. Le 3I Atlas est un humble rappel que l'univers est beaucoup plus vaste
beaucoup plus étrange, beaucoup plus rempli de surprises que nos modèles ne le permettent. Nous ne savons pas d'où il vient exactement. Nous ne savons pas pourquoi il est si grand. Nous ne savons pas pourquoi toutes les anomalies coïncident dans le même objet. Mais nous savons une chose avec certitude. Quelque chose d'extraordinaire traverse notre système solaire et nous avons une fenêtre limitée pour le comprendre avant qu'il ne disparaisse à jamais dans les profondeurs de l'espace interstellaire. La question n'est pas de savoir si l'Atlas est naturel ou artificiel. La question est de savoir si nous aurons le courage de l'étudier honnêtement. Suivrons-nous les preuves où qu'elles mènent, même lorsqu'elles sont inconfortables? Poserons-nous les questions difficiles, même lorsque les réponses défient les certitudes établies? Car au final, la science n'est pas une question de confort, c'est une question de vérité. Et la vérité mesure 5 km de diamètre, voyage à 2000-5000 km/h et défie tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs des étoiles. Les yeux sur les télescopes, les esprits ouverts aux possibilités et le courage de reconnaître quand quelque chose ne correspond pas. Car peut-être que la plus grande découverte n'est pas ce qu'est le 3i Atlas, mais ce que son existence nous oblige à admettre sur les limites de nos connaissances et notre volonté, ou manque de volonté, de confronter l'inconnu honnêtement. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant. L'horloge tourne, la fenêtre se ferme, et l'univers n'attend personne désireux de rester confortablement ignorant.